Jean-François Gavotti, vous êtes peintre. J'ai lu dans une petite fiche, né en 57 à Salon de Provence, vit à Grenoble. Alors comment vit un peintre à Grenoble? Eh bien, je suis installé dans un atelier derrière la gare. Ça s'appelle l'atelier de la Frise. L'atelier de la Frise. Et je réalise donc dans cet atelier une série de peintures. Mais le côté vie à Grenoble induit aussi l'aspect matériel de la chose. Et pour ça, j'ai l'occasion de réaliser des commandes publiques aussi. Qui sont des murs, qui sont des peintures murales la plupart du temps. Que vous appelez fresque? Que j'appelle fresque parce que j'utilise la technique de la fresque. Si j'utilise une technique autre, je préfère appeler ça peinture murale justement pour dissocier, pour bien préciser cette chose. Le mot fresque me fait penser un peu à ces artistes de la Renaissance, je pensais à Giotto ou à d'autres peintres de la Renaissance qui réalisaient eux aussi des fresques. Alors dans le côté art contemporain actuel, Grenoble ou de la région Rhône-Alpes, on assiste à un retour des peintres contemporains à ce qui est le mur ou ce que vous appelez vous la fresque. C'est une tendance générale ou c'est particulier à 2-3 régions? C'est propre à notre époque, c'est une interrogation par rapport à l'histoire et c'est je pense que cette fresque est utilisée, enfin en tout cas moi je l'utilise pour son aspect de citation. Mais également dans ma relation avec Giotto par exemple, je utilise dans la même technique, il y a des formes plastiques qui doivent demeurer communes certainement. Enfin c'est pas mon propos, je n'essaye pas de retrouver l'esprit de Giotto. J'utilise ça comme une citation historique. Est-ce que c'est pas une manière pour le peintre de se rapprocher du public qui ne va pas au musée ou qui ne rentre pas dans les galeries? Ça, c'est le côté peinture murale. Effectivement, on touche des gens qui ne sont a priori pas préparés à l'art contemporain. C'est très sympathique. Souvent, ça a un côté comme ça fondamentalement réel et on s'aperçoit par exemple que des mots qu'on prononce quotidiennement dans un milieu spécialisé tombent complètement à plat et ne signifient plus rien. Mais l'aspect un peu négatif, c'est que peut-être on a des exigences moins spécialisées, un petit peu comme un scientifique qui essayerait de rendre sa recherche plus accessible. Comment un peintre aborde la fresque? Est-ce qu'il transpose l'art qu'il fait dans son atelier à l'extérieur ou est-ce qu'il a une autre façon d'aborder le mur ou la fresque à l'extérieur? C'est une application souvent de choses qu'on a pu repérer dans l'atelier. Ça a l'avantage d'être une expérimentation à l'échelle monumentale. Et personnellement, comme le monumental d'une manière abstraite m'intéresse beaucoup, c'est une expérimentation intéressante. Les fresques que vous avez réalisées se trouvent dans Grenoble même ou... Oui, enfin, une se trouve donc, que j'ai réalisée cet été, se trouve dans le quartier de l'Abbaye, à la limite avec Saint-Martin-d'Air. Et l'autre, le cadran solaire qu'on a pu voir là aussi à l'écran, se trouve à Saint-Étienne-de-Crossé, à côté de Voiron. Merci François Gavotti, on vous retrouve sur le plateau. D'accord. Philippe Thomassin, vous êtes peintre, vous êtes né en 50 en Allemagne, vous vivez à Grenoble. Dans une fiche que vous m'avez donnée, je note « ne vit pas qu'à Grenoble ». Alors est-ce qu'à Grenoble, vous n'arrivez pas à vivre? Si, je me plais bien à Grenoble, mais il me semble qu'aujourd'hui, en 1980, un peintre qui s'intéresse à l'actualité nationale et internationale ne peut pas se confiner dans un localisme, ne peut pas se confiner dans un régionalisme plus ou moins mutilant. À partir du moment où il s'intéresse à tout ce qui se passe autour de lui et même plus loin à l'étranger grâce aux moyens de télécommunication, qu'ils soient papier, vidéo ou autre, ou télévision. Télévision, cette image que nous venons de voir là, sur une télévision, c'est une toile que vous avez faite. Oui, c'est un tableau, une peinture, et elle inaugure le passage, l'arrivée enfin de notre société dans une civilisation d'images, dans une abondance d'images. Et ce tableau, cette télévision, est directement issu de la tradition picturale européenne, en ce sens que la télévision n'a pas été inventée ni par les Martiens, ni par les Africains, ni par les Esquimaux. Elle est issue directement de la peinture de la Renaissance, de la peinture de la photo, du cinéma. Mais cette télévision, tout en étant issue de cette grande tradition, ne présente pas tout à fait les mêmes caractéristiques. C'est-à-dire qu'on ne peut pas analyser les images de télévision comme on analyse les images de cinéma en parlant de champ et de hors-champ. Pourtant, on parle bien de cadres au cinéma, on parle aussi de cinéastes qui font des plans comme le ferait un peintre, mais peut-être que c'est un peintre du 19e
Peut-être, oui, parce que le cinéma... Du XXe siècle, un peintre d'art contemporain. Oui, oui. Vous parlez d'images, mais d'images télévisées, là. Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez... c'est un travail sur la communication, sur les masses médias? C'est un travail sur une réflexion en même temps sur la peinture, c'est ça que... C'est un travail plutôt sur la télécommunication. La communication directe avec l'environnement, le corps à corps physique, archaïque, avec ce qui m'entoure, ne m'intéresse absolument plus du tout. Et la télécommunication, pour moi, est plutôt porteuse d'avenir, en ce sens que, premièrement, je voulais un motif très, très contemporain. Et la télévision m'apportait donc cette satisfaction. En plus, il y a une plasticité de l'image télévision, une esthétique tout à fait nouvelle. Et je n'étais plus du tout excité en tant que peintre devant un motif, devant un modèle dans un atelier, devant un paysage industriel, devant un paysage de nature ou quoi que ce soit. Je n'étais plus du tout excité en tant que peintre. À la différence des peintres qui sont inspirés par les images, qui trouvent dans leur discours de peinture un rapport avec l'image, vous intégrez le cadre de la télévision, le poste. Oui, je peins le poste lui-même, c'est-à-dire que le poste lui-même est un motif. J'ai quand même un motif, c'est le poste que je peins, et que je n'ai pas tellement besoin de peindre finalement, parce que le châssis lui-même le représente. Et ensuite, je peins des images que je retravaille quand même d'une façon sémiologique, et il y en a toujours plusieurs. Ici, on n'en voit qu'une, mais à la Maison de la Culture, il y en a 5, et ces 5 images... C'est une exposition qui a lieu en ce moment, qui finit. Oui, qui a été organisée par la DRAC de Lyon. Donc là-bas, il y a 5 télévisions qui présentent une multiplicité d'images, et il n'y a plus de centre, comme au XIXe siècle, il pouvait y avoir un centre. Et je butine comme ça dans différents pays, dans différentes pensées, et cela est un voyage, un grand voyage, et disons que c'est pas l'espace de la peinture qui m'intéresse, mais la peinture de l'espace. D'accord, si vous voulez le bien, on en reparlera un peu plus tard dans le plateau. Jean-Claude David, vous êtes directeur d'une galerie qui porte votre nom à Grenoble. Je crois que la question qu'on poserait à un directeur de galerie, c'est comment finalement il déniche un certain nombre d'artistes qui ont du talent, bien sûr, mais comment ça se passe? Est-ce qu'il faut avoir du nez? Est-ce qu'il faut voyager énormément? Est-ce qu'il faut une certaine qualité de rencontre avec ces artistes? Avoir du nez, bien sûr, je pense. Il faut voyager énormément parce qu'il ne faut pas rester statique, parce que ça équivaut à faire une galerie régionale et à n'exposer que des régionaux. Beaucoup viennent me voir, mais je tiens énormément à faire des visites d'ateliers et aller voir ce qui se passe dans les autres régions et à l'étranger également. Donc c'est avant tout une rencontre et bien entendu c'est subjectif. Alors ça fait de vous un voyageur de toute façon. Voilà, alors vous attachez quand même une très grande importance à la rencontre avec l'artiste, plus qu'avec l'œuvre d'abord même. Les deux sont importantes. En fait, je peux pas séparer l'œuvre d'un artiste. Donc, il faut absolument qu'il y ait synthèse. À la limite, si j'aime une œuvre et s'il ne se passe rien avec l'artiste, je ne pourrais pas l'exposer. Bon. J'ai besoin de cette rencontre, j'ai besoin de cette communion, en fait. Vous avez besoin de croire en l'artiste pour pouvoir vendre ses œuvres. Absolument. Alors, le marché de l'art, est-ce que c'est facile ou difficile? C'est un monde de requins ou c'est un monde au contraire où les gens ont quand même une certaine ouverture esthétique, donc... Nous sommes à Grenoble, dans une ville où il y a très très peu de galeries, donc pas de monde de requins, c'est pas possible de parler de cette façon-là. Du coup, inexistence d'un marché de l'art, pas de tradition de collectionneurs. Donc, quand je suis arrivé, quand j'ai monté cette galerie, il a fallu que je forme des collectionneurs, que je fasse des collectionneurs. Donc, j'ai une clientèle maintenant très très jeune, de moins de 30 ans. Et qui est passionné, qui suit vraiment tout ce qui se passe à la galerie. Alors, 2 galeries d'art contemporain dans une ville de 200 000 habitants, ça vous paraît beaucoup ou pas beaucoup? Oh, c'est beaucoup trop peu. Il y aurait 50 galeries demain, je serais ravi, parce qu'il y aurait tout d'un coup une existence de l'art contemporain, et on pourrait amener, faire venir les gens de l'extérieur. Bon, faire venir des gens d'Allemagne, de Belgique, de Suisse, pour 2 galeries, c'est quand même très très difficile. Ils viennent une fois dans l'année, ils ne reviennent pas. S'il y avait 50 galeries, il y aurait une existence. Bon, votre galerie, c'est pas seulement une galerie de peinture ou de sculpture, c'est également un monde ouvert où d'autres artistes peuvent venir s'exprimer. Bien sûr, c'est avant tout un lieu de rencontre. Et
je mets les différents arts en rencontre. En fait, ça me paraît très très important dans une idée de décloisonnement justement et de regroupement. Comment vous vous situez à Grenoble par rapport au grand fief de la culture? Est-ce que par rapport à la Maison de la Culture, par rapport au musée, finalement, vous ressentez comme étant quelqu'un d'important finalement dans ce contexte d'art plastique? Je crois qu'à partir du moment où on fait quelque chose, on est quelqu'un d'important, et quand on ne fait pas que copier ce qui se passe ailleurs, on est important et vital, puisque je pense occuper une place et être le seul dans cette place-là. Je ne marche sur personne, donc il n'y a pas de dualité. Pour nous parler du paysage culturel, et notamment dans les arts plastiques à Grenoble, nous ont rejoint sur le plateau diverses personnalités. Alors, à côté de moi, j'ai Philippe Thomassin, qui est un peintre. Plus loin, j'ai Nicole de Pontcharrat, qui est responsable de l'information au musée de Grenoble. Ensuite, j'ai Jean-François Gavotti, qui est peintre. Aussi Jean-Claude David, qui a monté une galerie depuis 3 ans à Grenoble. Il y a aussi Michel Crozet, qui est directrice de l'École des Beaux-Arts de Grenoble. Et Jacques Blanc, qui est directeur de la Maison de la Culture de Grenoble. Et Jean-Yves Bonamour, qui nous a rejoints aussi. Et j'ai tout de suite d'ailleurs une question à poser à Nicole de Pontcharrat, puisque Pierre Gaudibert n'a pu nous rejoindre aujourd'hui car il était souffrant. C'est un petit peu nous parler justement de cet homme qui est arrivé de Paris, un petit peu comme une manne céleste, et qui a finalement donné une certaine animation à un musée et un certain rayonnement finalement à Grenoble grâce à l'art contemporain. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu les grands principes finalement? Oui, enfin je veux dire d'abord que je regrette beaucoup qu'il ne soit pas là pour parler lui-même, à la fois de ce qui le préoccupe et de ses projets, mais je vais essayer de le faire. Il est arrivé à Grenoble il y a environ 5 ans, avec tout auréolé de tout son prestige, puisqu'il avait créé l'Arc au musée d'art moderne de la ville de Paris. Il avait écrit des livres de l'ordre moral, action culturelle, intégration ou subversion. Et il est arrivé donc dans cette ville très attendue. Et c'est un homme de toutes les cultures en même temps. On a l'impression que ce qui le passionne, c'est pas seulement ce qui se passe en France, c'est aussi ce qui se passe en Afrique, c'est aussi ce qui se passe dans d'autres pays du monde. Et il a quand même fait déjà beaucoup au niveau de Grenoble, à ce niveau-là. Alors, à propos de l'Afrique, je crois que le musée, Pierre Gaudibert notamment, a un grand projet au niveau de l'art contemporain africain, quelque chose qu'on ne connaît pas beaucoup en France, dont lui s'intéresse. C'est-à-dire que Pierre Gaudibert est un esprit libre. Et je crois que ça, c'est une chose très rare parmi les gens qui nous gouvernent ou qui s'occupent de la culture. Et il a une grande option qui est une ouverture au tiers-monde, et en particulier aux arts du tiers-monde. Et c'est vrai qu'une des grandes actions qu'il a faites en arrivant à Grenoble, ça a été cette ouverture vers l'Afrique en particulier, et qui s'est concrétisée par le Festival africain il y a 2 ans. Alors là, des étudiants de l'École des Beaux-Arts de Grenoble ont participé à cette expérience. Oui. Michel Crozet, vous avez travaillé avec Pierre Gaudibert. Comment ça s'est passé? Quelles ont été les réactions de ces étudiants en arts plastiques? Si vous voulez, nous, on avait un projet de travail en direction des cultures non occidentales qui portait sur le monde des origines, on peut dire. Et au même moment, il y a eu le festival africain qui se déroulait à Grenoble. Donc on a profité de ce festival pour orienter les choses en direction de l'Afrique. Et il y a 9 étudiants, nous étions 2 à les accompagner, qui sont partis au Togo, au Bénin et au Nigeria pour travailler sur place pendant une certaine durée, pendant 4 mois. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Ils ont trouvé, en dehors de l'art traditionnel, sacré, qui est très très difficile vraiment à rencontrer dans son authenticité. Ils ont pu rencontrer des artistes contemporains, surtout au Nigeria. Et puis je crois que surtout sur eux-mêmes, ça les a amenés à se questionner profondément sur l'art. Est-ce qu'il y a un art contemporain dans ces pays, au Togo, au Bénin, où on en reste à l'art traditionnel africain? Ah non, il y a un art contemporain qu'on a d'ailleurs montré au musée, en particulier un art vaudou, des statuettes qui sont très originales, très particulières, qui ne ressemblent pas du tout à la statuaire traditionnelle.
Vous parliez tout à l'heure d'un monde des origines, Michel Crozet. Justement, est-ce que vraiment il y a eu un contact entre ces peintres, ces sculpteurs et vraiment le monde originaire de l'art? Oui, c'est-à-dire, c'est compliqué parce que le monde des origines, ça peut recouvrir aussi l'inconscient, le rêve, la magie. Et pour avoir accès à l'art magique africain, il faut rester très longtemps et s'intégrer profondément dans un milieu particulier. En groupe, dans 11, c'est énorme pour pouvoir rencontrer ce milieu qui appartient au sacré. Vous êtes allé quand même dans un pays où l'art est un pouvoir. On se sert de l'art comme un pouvoir religieux, comme un pouvoir divinatoire. C'est quand même une sacrée découverte. On fait appel à quelque chose de totalement irrationnel. Totalement... Oui, c'est ça. C'est ça. C'est-à-dire, par exemple, une sculpture, elle n'a pas seulement une fonction artistique, enfin, elle-même, elle l'a au départ pas du tout, elle a une fonction purement religieuse. C'est un objet magique. Et c'est vrai que pour des étudiants qui sont confrontés plutôt à un milieu de l'art contemporain, international, avec des modes, des fluctuations, c'est tout à fait nouveau de découvrir une relation à l'art aussi profonde, quoi, aussi essentielle. Et alors justement, découvrir un petit peu des civilisations animistes, c'est peut-être pas tellement facile non plus de faire partager cette passion au niveau d'une population comme la population grenobloise. Est-ce que Pierre Gaudibert et vous-même, vous y parvenez, Nicole de Pontcharrat? On s'est rendu compte avec le Festival africain qu'il faut un temps de préparation pour tout cela, que c'est très difficile de parachuter des choses aussi nouvelles en face d'un public qui, lui, n'est pas préparé. C'est pour cela, pour un autre projet dont je vais dire juste 2 mots, qui se réalisera en 1985, d'ailleurs en collaboration avec la Maison de la Culture, l'École des Beaux-Arts et des Galeries de Grenoble, la présence artistique marocaine. On va essayer en 84 de travailler vraiment pour qu'il y ait une rencontre réelle entre le public grenoblois et le projet lui-même. Bon, alors ça nous amène précisément à la Maison de la Culture, peut-être? Ça m'amène aussi à la Maison de la Culture, mais je voulais poser une question à Jean-Claude David, qui a une galerie d'art contemporain à Grenoble. Si cette expérience d'aller voir en Afrique au niveau de l'art contemporain, ça l'intéressait, lui, en tant que directeur de galerie. Est-ce qu'il a senti quelque chose qui pouvait l'intéresser dans son système de galerie, dans son projet d'exposition d'artistes ou autre? Oui, bien sûr, je serais tout à fait ravi d'aller sur le terrain parce que j'aime bien, je trouve très très important la rencontre, mais bon là ça peut plus se faire au moment du festival africain, je pense pas que ça puisse se faire encore au moment du Maroc, mais je suis partie prenante bien sûr. Pour le festival africain, je l'ai déjà fait et je le ferai au moment du Maroc. Alors, Jacques Blanc, moi, vous êtes un petit peu un personnage contradictoire puisque vous représentez la Maison de la Culture et en même temps, vous dites d'emblée, il n'y a plus de Maison de la Culture. Alors expliquez-nous un petit peu comment ça se passe. Non, quand je dis il n'y a plus de la Maison de la Culture, d'abord c'est une boutade parce que je crois qu'elle existe avec une vraie force maintenant à l'intérieur de cette cité. Et ce que je veux dire, c'est qu'on ne souhaite plus se situer sur le terrain de la culture, mais sur le terrain de l'art. C'est-à-dire que c'est plus la problématique culturelle qui est traitée là. C'est-à-dire que si on avait à traiter de l'Afrique, par exemple, on ne traiterait pas de l'Afrique, on traiterait d'une question qui serait la question de l'art en Afrique. Alors, c'est un lieu qui est devenu un lieu de production de l'art et de diffusion de l'art. Je crois que c'est la chose fondamentale maintenant. Disons qu'on tord le bâton dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'autant il plongeait du côté de ce qu'on appelle l'action culturelle, autant maintenant il plonge vers la question de l'art et de l'art contemporain. Bon, alors, par la porte d'entrée, défilent toutes sortes de gens qui arrivent avec leurs toiles, avec leurs pièces, avec... comment ça se passe? Non. D'abord, il faut être sectaire en art. Autant on peut être, je pense... Un censeur. Oui, tout à fait. Autant on peut être, je crois... on doit être un démocrate acharné, je crois, dans la vie civique, dans la vie politique, et on doit être vraiment hyper vigilant, je veux dire, sur les choses de la démocratie quotidienne. Autant, je crois que sur des questions aussi délicates que celles de l'art, je crois que là, il est très difficile d'être démocratique et qu'il faut avoir des choix et affirmer ses choix. Bon, alors vous vous inscrivez quand même dans un certain courant. Pour vous, oui. Il y a quand même une certaine direction qui est prise par le cinéma, une certaine direction qui est prise par le théâtre, oui. Et finalement, les arts plastiques ont leur place aussi. Peut-être en incitant davantage les peintres et les sculpteurs à venir exercer
exercer d'autres talents, à savoir peut-être celui de décorateur. C'est une démarche qui vous intéresse, ça? Oui, c'est-à-dire qu'il y a eu dans chaque époque, je crois, dans l'histoire de l'art contemporain, disons sur le XXe siècle, il y a eu des grands moments de rencontre entre des comédiens, des gens de théâtre, des danseurs, des chorégraphes, des peintres et des musiciens. Que c'est cette rencontre-là qui nous intéresse. Donc, moi, je n'ai aucune prétention à une politique d'art plastique. D'ailleurs, je vous le dis, je déteste ce mot d'art plastique. Je crois que j'aime mieux parler de la peinture, parce que là, on parle de peinture. L'art plastique, je ne sais pas ce que c'est. Mais sur la question même de la peinture, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est quand vous avez un peintre qui rencontre un homme de théâtre, qui rencontre un musicien, dans le projet que nous faisons. Alors, on a fait des propositions à des peintres de faire des décors de théâtre. Par exemple, Taolé, qu'on a exposé, je veux dire, on lui a demandé un décor pour une pièce de Tchekhov. Personne ne lui avait jamais demandé de faire des décors de théâtre. Alors, ce qui nous a intéressé, par exemple, dans l'expérience Taolé, c'était l'univers de Tchekhov, l'univers du peintre Taolé et l'univers de la scène, c'est-à-dire de cette pièce mise en scène par le Centre dramatique national, par Ariel Garcia Valdés. Alors, c'est dans ces points de rencontre-là que nous, on trouve, disons, on s'inscrit dans l'histoire de l'art, en toute modestie, je veux dire. Mais c'est comme ça, je veux dire, que se fait notre inscription dans la peinture. Bon, alors moi, ça me paraît intéressant quand même de demander aux artistes présents, justement, est-ce que vous inscrivez un petit peu dans cette perspective? Est-ce que vous êtes d'accord pour vous échapper un petit peu de votre art qui vous est propre, à savoir la peinture, la sculpture, et être prêt éventuellement à faire des expériences vidéo, expériences cinéma, expériences théâtre, un petit peu comme Jacques Blanc vient de nous en parler? Je crois que Philippe Thomassin expose déjà à la Maison de la Culture. Oui, mais il me semble que Jacques Blanc a introduit une nuance que je voudrais essayer de développer. J'ai ressenti dans ce qu'a dit Michel Crozet et Nicole de Pontcharrat, je ne sais pas si c'est vrai, un complexe d'infériorité par rapport à l'Africain. Un genre de mauvaise conscience européenne par rapport à des sociétés anciennes et primitives qui seraient très très proches de leurs racines. Et dans une certaine mesure, ça me gêne, parce que quand j'ai jamais eu l'occasion de rencontrer des peintres africains, contemporains, mais si jamais je rencontre, pour moi, je me situerais vraiment dans un pied d'égalité avec eux, tout en ressentant toutes les différences qu'il y a entre nous. Mais ce côté, on va se chercher, nous, chez les Africains, montrer ça ici, ça fait encore un petit peu, je trouve, crise culturelle, et ça me gêne un peu. Je ne pense pas qu'on ait de complexe d'infériorité. En tout cas, je pense que pas Pierre On a Guilibert, parlé d'avant-garde, tout ça. On parle de l'art contemporain européen qui se cherche et tout. J'ai l'impression que c'est vrai que cette fin de siècle, si on peut parler comme ça, est très compacte et très très difficile à vivre, très très dense. Il s'est passé des choses fantastiques dans ce XXe siècle, peut-être plus que dans d'autres siècles. Et on arrive à un moment où on ne sait plus comment avancer. Et depuis quelques décennies déjà, on peut noter je me demande si c'est pas une thérapie, quoi. Le fait d'aller là-bas, se retrouver, parce qu'il n'y a pas tout à fait ce pied d'égalité. Michel Crozet est en train de piaffer, parce que je crois que en fait, dans l'expérience africaine qu'elle a vécue avec les artistes, je crois qu'en fait, elle expliquait très bien que les gens allaient chercher une intériorité. Ils n'allaient pas simplement se plaquer sur une culture qui leur était... Non, pas du tout. Est-ce qu'elle a pas mis en opposition l'art contemporain européen je mettais en opposition les modes. C'est-à-dire que, par exemple, il y a des modes qui sont très très prégnantes, peut-être plus qu'avant, elles vont très vite, elles sont très vite diffusées par les médias, etc. Et donc, moi, à mon avis, un travail de création, c'est un travail aussi d'intériorisation. C'est nécessaire. Et des jeunes étudiants ont tendance à être très absorbés par la mode, à l'utiliser très vite, sans aller suffisamment chercher à l'intérieur d'eux-mêmes, et d'être déplacés dans un autre contexte, de rencontrer des gens qui ont vraiment d'autres vécus, ça les recentre. Mais ce n'est pas du tout un complexe d'infériorité envers les Africains. Non, je pense pas. Vraiment rien. François Gazotti, votre sentiment sur... Moi, je pense, je suis un peu d'accord avec Michel sur l'immédiateté comme ça de l'utilisation des modes, mais par ailleurs, je pense qu'après, au niveau des expériences, quand on a décidé de se jeter dans la mêlée de l'art contemporain, c'est capital d'être occidental et de l'être à fond. Par contre, pour répondre un peu à Jacques Blanc sur la vocation de la Maison de la Culture, non, la question
Je pense qu'il y a un décloisonnement qui est consommé effectivement dans notre siècle entre les formes d'art reconnues, standardisées. Vous le sentez très fort, ça? On le sent très fort, on ne peut pas le contourner. Et ce qui est intéressant après, à partir de cet axiome, c'est de vivre des expériences un peu au cou, même à l'intérieur de sa propre création, avec des critères de qualité qui puissent s'appliquer à cette expérience-là. C'est-à-dire, si c'est avec une troupe de théâtre ou avec un musicien, ça sera... les critères de qualité seront à trouver à chaque moment par rapport à la création et à la façon dont on est engagé soi-même. Ce que je voulais dire quand même sur cette idée du décloisonnement, c'est quand même... Il ne faut pas demander aux gens de prendre la place des autres. Je veux dire par là que si vous êtes peintre, c'est bien en tant que peintre que vous devez intervenir. Et c'est là que c'est intéressant. C'est-à-dire un peintre qui intervient sur le théâtre, un peintre qui intervient sur la vidéo ou sur le cinéma est intéressant s'il le fait en tant que peintre. Pas s'il le fait tout d'un coup en se substituant en réalisateur de vidéo ou metteur en scène de théâtre. Je crois que c'est là que c'est bien. C'est-à-dire que ce qu'ont apporté par exemple les peintres dans l'histoire du théâtre, dans la scénographie, leur apport est capital. Et maintenant, si vous voulez, on est aussi un peu dans ce passage-là où on voit les peintres, les gens comme Gilles Ayot, comme Jacques Monory, comme Arroyo, comme Fanti, comme Chambaz, etc. Tous ces peintres-là, je veux dire, ils ont pas amené une révolution scénographique, si vous voulez, mais ils ont tout d'un coup fait basculer quand même un certain art de la scène actuellement. Et on le voit aussi dans le cinéma, dans le retour, par exemple, au cinéma de studio. C'est-à-dire que le cinéma, maintenant, a un mode d'intervention qui touche à la peinture complètement. C'est-à-dire qu'on revienne au cinéma de studio, c'est une certaine façon de revenir à la peinture. Mais ce qui est bien, c'est quand c'est avec sa spécificité que l'artiste intervient. Bon, ça sera la conclusion, malheureusement. Je crois que l'idée générale, c'est donc que l'artiste garde vraiment une certaine authenticité par rapport à sa démarche, mais qu'en même temps, il commence un tout petit peu à s'ouvrir aux autres problèmes, aux problèmes des autres créateurs, et en se disant que c'est là peut-être qu'est l'avenir.